Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la classification des ressources minérales, utiliser les résultats de triage, aussi simulation géostatistique et d'autres méthodes ou d'autres critères géostatistiques. Je suis Pedram Massoudi, consultant en géostatistique à Géovariance depuis 2019 pour le secteur principalement mines, pétrole, entre autres, géotechnique, etc. À la fin de cet webinaire, on va avoir une petite démo sur le logiciel géostatistique Izetis Neo pour visualiser un petit peu les résultats de classification des ressources par les diverses méthodes dans Izetis Neo, dans le logiciel. La présentation dure environ une demi-heure. À la fin du webinaire, je vais répondre à vos questions. Pendant la présentation, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la partie Q&A. Et vous allez recevoir des vidéos, bon, la vidéo, l'enregistrement dans les jours qui viennent. Classification des ressources. Qu'est-ce que ça veut dire la classification des ressources? Une fois avoir estimé la ressource minière ou les ressources minérales, nous devons donner confiance, une valeur de confiance sur chaque bloc estimé. Donc, si on a estimé, par exemple, c'est en forte teneur ou si c'est en bas teneur, quelle est la confiance qu'on a sur ces valeurs? Parce on n'est pas dans les mesures, on est dans l'estimation. Pour le carottage, une fois que le laboratoire, il nous rend les résultats. On est certain que cet échantillon, il a tel teneur. Mais pour les blocs, parce que nous utilisons une méthode d'estimation ou interpolation, il y a une question de confiance, il y a une question de risque. Et ça, c'est important pour les investisseurs, notamment pour les compagnies qui sont dans les bourses. Parce que le JORC, justement, JORC qui définit les codes pour rédaction des rapports minières, il nous impose de réaliser cette classification des ressources par rapport à la confiance sur la valeur estimée. Il y a trois catégories très connues, c'est un peu standardisé dans JORC: mesurer, indiquer, présumer, ou en anglais, c'est euh, inferred. Mesurer, ça veut dire on a une confiance assez élevée sur la valeur estimée. Indiquer, c'est intermédiaire. Et présumer, il contient toute l'enveloppe dont même vous pouvez ajouter extrapolation dans présumer. Par contre, dans indiquer et mesurer, il n'y a pas possible, ce n'est pas possible d'ajouter euh, extrapolation. Les consignes sont tous écrites dans les codes, notamment dans le code York. C'est la personne qualifiée qui est responsable de choisir la méthodologie, la méthode de classification des ressources, les critères, les seuils et tout ça. Et justement, les logiciels géostatistiques comme Isatis-Neo, ils peuvent aider la personne qualifiée, competent person en anglais, pour choisir la bonne méthode et de réaliser une classification objective au lieu de définir les seuils un peu basé seulement sur les expériences. Bien sûr que l'expérience est très importante, mais on essaye dans les approches scientifiques d'utiliser les outils pour avoir des résultats un peu plus objectifs et de soutenir soutenir nos résultats par les graphiques et par les critères mathématiques proposés par Géostatistique. Je préfère vérifier un petit peu l'histoire ou l'historique de comment c'était l'évolution de classification de ressources. La première méthode était notamment basée sur la distance entre les blocs estimés et les sondages. Cet critère assez ancien qui est toujours utilisé dans certains cas, il considère un voisinage ou simplement la distance entre les blocs et le- les sondages ou les sondages les plus proches pour définir les critères de classification.
Donc, les blocs qui sont proches des sondages, ce sont plutôt verts, hein. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de données dans votre voisinage. Et les blocs qui sont jaunes, qui sont oranges, ça veut dire qu'il y a une certaine distance entre ces blocs et les sondages. Et les blocs rouges, pardon, ce sont bien éloignés des sondages. Le problème essentiel pour ces méthodes basées sur la distance est que la variabilité spatiale est complètement ignorée. Certains gisements, ils ont une bonne continuité latérale. D'autres, ils ont une forte variabilité où il y a par exemple parfois des failles. Donc tout ça, parfois on ignore dans les méthodes trop basiques comme ça. La géostatistique nous permet d'inclure le variogramme pour ne pas réaliser cette classification basée sur la distance, mais basée sur une sorte de distance, ça s'appelle distance variographique, où la variance entre les coupes de points, ou la variabilité spatiale de vos échantillons est prise en compte. Aussi, bien sûr, question d'anisotropie et tout bien avec. La première méthode qu'on peut utiliser basée sur le crigeage, c'est l'écart type de l'erreur de crigeage. En fait, crigeage, c'est un interpolateur. Non seulement il vous rend la valeur interpolée, la valeur estimée, mais aussi, en parallèle de valeur estimée, il vous donne dizaines de valeurs, dizaines de critères qui sont les critères de confiance ou critères stochastiques comme l'écart type de l'erreur de crigeage qui peut nous aider à réaliser notre classification de ressources basée sur ces critères statistico-stochastiques. Ou plus tard, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui par les méthodes par modélisation probabiliste ou par les simulations qui ont une méthode encore plus avancée. Le crigeage, après avoir, ou en parallèle de réaliser l'estimation, il imagine une erreur. Mais ce n'est pas une erreur, c'est un ensemble des erreurs pour chaque bloc sur lesquels nous pouvons calculer un écart type. Cet écart type calculé nous permet d'avoir une vision, une catégorisation, une classification en termes propres de ces blocs qui nous donne un écart type plus élevé pour l'erreur. Ça veut dire une possibilité d'avoir des erreurs plus élevées pour les blocs qui sont loin, donc possibilité d'avoir des erreurs moins élevées projetées sondage. C'est Cette méthode est basée sur l'avis de personnes qualifiées pour déterminer ces seuils. C'est assez ouvert, c'est assez subjectif, même si on n'est plus basé sur la distance, on est basé sur le variogramme, mais quand même, il y a un bon degré de subjectivité dans cette méthode. Voilà le crigeage ou l'interface de crigeage. Bon, ça capture d'écran dans Isatis Neo. Vous pouvez avoir la valeur estimée, interpolée, plus dizaines de valeurs pour étudier, analyser la confiance sur cette valeur estimée. Bon, une autre chose, je ne dois pas oublier de vous raconter. Regardez ici, on a une variance, celui-ci, c'est variance de l'erreur. On a une autre variance ici, c'est variance de estimateur. Ce sont deux différents critères importantes, bien différentes, mais quand même, quand on compare l'un avec l'autre, dans la prochaine diapo, je vais simplement comparer la variance de Z étoile ou variance de estimateur. Vous pouvez imaginer celui-ci, c'est la variance de votre teneur et aussi la variance de l'erreur. Ici, c'est variance de l'erreur. Ici, c'est variance de estimateur, variance de l'erreur. Si on compare ces deux critères, je ne vais pas entrer dans le détail théorique ici, mais surtout dans les formations, on parle on entre un peu plus dans le détail de ces critères, mais la corrélation entre les deux est négative. Elle est en l'endroit où on souhaite considérer comme mesurer, notamment cette partie où nous avons variance, pardon, j'ai mal fait. Celui-ci, c'est, je dois inverser ces deux. Ici, nous avons variance de l'erreur. Ici, on a variance de l'estimateur. Donc, là où l'erreur devient plus petite, la variance de l'estimateur devient plus grande
C'est là où on considère comme mesuré. Cet endroit peut être soit inféré ou présumé, le terme correct en français, soit on peut considérer comme indiqué. Et ce comportement devient inverse dans les endroits où on est très éloigné de nos sondages. C'est pour ça qu'il est important pour nous de comparer ces critères pour une classification un peu plus objective. Un des points critiques, c'est cette pointe que je vais vous présenter dans la prochaine diapo. Et voilà. Variance de l'erreur de triage versus variance estimateur. Ce que vous voyez, il y a une corrélation négative entre les deux, ce qui est anticipé par la théorie. Et à la fin, bon, pour les erreurs élevées, nous allons avoir les comportements un peu bizarres. Donc, ces comportements, ce sont un peu loin, un peu éloignés du cadre initial de jeu statistique, ce qui nous permet de distinguer ou de séparer cet espace en deux espaces. L'espace avec plus d'incertitude, l'espace avec moins d'incertitude. Le détail, on va entrer dans le détail dans les formations. Aujourd'hui, acceptez de moi que, basé sur ces critères, nous pouvons analyser et diviser votre espace en plusieurs sous-espaces et de réaliser notre analyse de classification. Dans l'ODA de Isatis-Neo, simplement, j'ai sélectionné les endroits où il n'y a pas d'accord avec la théorie. Et vous pouvez constater que ce sont tous dans le point extrême ou dans l'extrapolation de nos gisements. Donc, tous les points qui sont extrapolés, ce sont les points où nous avons une faible confiance sur nos résultats. Il existe une autre méthode dans Isatis-Neo, c'est un peu la grande différence entre les classifications dans Isatis-Neo et les autres méthodes, c'est classification par SSDV ou Spatial Sampling Density Variance. Avant d'entrer dans SSDV, je vous donne une introduction sur une classification basée sur la simulation. Ce qui est un autre point remarquable dans Isatis-Neo, que vous pouvez réaliser les simulations géostatistiques, par la suite, réaliser votre classification de ressources basée sur les simulations. Imaginez qu'on a deux blocs, B1, B2, B1 avec l'écart type beaucoup plus petit que B2. Donc, quel est le moyen, comme vous pouvez constater, pour les deux est 20%. Donc, ici, on peut imaginer 20%, par exemple, de fer, pour le rouge, aussi le bloc rouge, aussi, nous avons 20% de fer. Par contre, l'écart type, ici, c'est petit, 1,5, et ici, c'est bien 40. Donc, on ne peut pas les mettre dans la même classe de confiance. Dans la littérature, il est défini que mesurer, ce sont les blocs où 10% des réalisations par les simulations sont hors de cette zone. Qu'est-ce que c'est cette zone? C'est la moyenne qui est 20%, plus ou moins une tolérance de 15%, 15% de 20%. En appliquant ces critères, si plus de 90% des simulations sont dans cet intervalle, il s'appelle tolérance, on peut l'imaginer mesurer. Sinon, soit indiqué, soit présumé qu'il y a un seuil de 25% pour séparer indiqué et présumé. La méthode SSTV est développée en 2016. C'est une amélioration de méthode de Matterhorn dans les années 1971. La première question à laquelle il souhaiterait répondre, c'est que dans un gisement, nous avons plusieurs blocs. Pour chaque bloc, nous avons une valeur estimée, interpolée, plus l'erreur ou la variance de l'erreur. Pour calculer le moyenne global, basé sur les différents seuils, dans les différents seuils, après avoir appliqué les différents concours, nous pouvons utiliser un opérateur comme moyenne sur les teneurs estimés dans chaque bloc. Par contre, il y a une preuve mathématique dans laquelle on ne va pas entrer aujourd'hui. On n'a pas le droit d'appliquer les mêmes opérateurs moyennes sur l'écart type de l'erreur ou sur la variance de l'erreur. Pourquoi? Parce que la variance de l'erreur est une variable qui n'est pas additive. Donc, pour un ensemble, pour un gisement donné,
je ne peux pas attribuer la moyenne des valeurs de variance de l'erreur comme une mesure d'incertitude à cette teneur moyenne globale ou à cette tonnage global. Donc la question, c'est que comment je peux calculer l'incertitude pour pour l'ensemble de gisements. Si je veux donner une seule valeur, comment on donne une seule valeur pour le tonnage, une seule valeur pour l'erreur. Il faut attendre jusqu'à 2016 pour développer la méthode de SSTV. SSTV, ils essayent d'attribuer attribuer un volume donné ou une surface donnée si on est dans l'estimation 2D, si on est dans l'estimation 3D, un volume donné à chaque échantillon pour dire que chaque échantillon ou chaque sondage représente quel volume ou quelle surface. Par la suite, on peut calculer euh, la, le coefficient de variation, ce qui est une base importante pour classification des ressources. La sortie de SSTV, je fais un résumé, ce sont ces trois images, ces trois variables. SSTV lui-même, vous pouvez constater que les valeurs sont plus petites autour de sondage et deviennent plus grands où il y a moins de données, où il y a des sondages qui sont petites, qui ne sont pas très longs. Le problème avec SSTV, c'est que les valeurs sont astronomiques. Il est difficile de l'interpréter par nous, les géologues. Donc, deuxième variable qui est en normalisation de SSTV s'appelle volume spécifique. Volume spécifique est simplement, si je veux vous donner une définition très simple, il dit que chaque échantillon, il représente quel volume. Quelle est la part de chaque échantillon dans cette volume. Donc, ça devient, bon, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus simple, beaucoup plus simple de l'étudier. Vous pouvez constater ici que, ici, par exemple, quel volume il a été attribué à chaque bloc donné. Par contre, ce qui est encore plus simple d'étudier, c'est le CV, ou coefficient de variation. Les trois, ils sont fortement corrélés. Ces deux sont corrélés linéairement. Celui-ci est corrélé non linéairement avec les autres. Donc, le CV, quand c'est 1, ça veut dire qu'on a une forte incertitude. Quand c'est 0, ça veut dire qu'on a une forte certitude. Donc, entre les trois, entre 0 et 1, nous pouvons appliquer les différents seuils. Et même pour les seuils, nous avons des idées basées sur les mathématiques, basées sur l'histogramme de votre teneur. Donc, il est simple, bon, il est relativement simple de trouver les seuils et c'est très objectif. Et en plus, basé sur le volume de production, vous pouvez modifier un petit peu les valeurs parce que si votre volume de production devient plus grand, ça veut dire que vous allez mélanger les blocs qui sont adjacents. Donc, ça devient, bon, l'incertitude sur le volume de production ou sur le panel de production devient moins importante. Et à la fin, en appliquant les différents seuils, nous pouvons avoir le tonnage dans le présumé, dans l'indiqué, dans le mesuré, quantité de métal et la moyenne de teneur au-delà de coupure appliquée. Isatis Neo est un logiciel géostatistique développé il y a plusieurs années, peut-être l'évolution de code c'est plus de 30 ans, peut-être 40 ans. C'est un des logiciels phares dans l'analyse géostatistique, notamment dans le secteur mine, aussi pétrole. Euh, pour l'analyse graphique assez complète, pour analyse de triage poussée avec plein d'options qui existent. La simulation, c'est le point remarquable dans Exatis. Ce qui différencie Exatis des autres logiciels, c'est plutôt euh, l'application des simulations. Ce qui est important pour quantifier l'incertitude et aussi de modélisation géologique. Vous pouvez le réaliser par les méthodes qui existent dans ExatisNeo, les méthodes comme PGS, comme SIS, comme grille indicatrice, comme méthode de potentiel, méthode de MPS. Si votre variable de faciès
euh, il a une pattern, excusez-moi, et finalement pour générer votre rapport. Donc, je viens dans le projet, dans le projet Isatis. Voilà, vous pouvez voir les listes de projets que j'ai ouvertes dans mon Isatis Neo. Dans la partie, voilà, j'ai préparé un petit projet pour vous présenter. Je ne vais pas entrer dans le détail de l'interface. Certains d'entre vous sont de nos clients, donc vous connaissez déjà l'interface. Très bien. Donc, voilà les sondages qui sont affichés ici dans le niveau 3D. Les blocs, d'abord, je vais pas vous montrer les couleurs, mais surtout le mesh, si je vous montre le mesh avec un filtre, par exemple, un filtre sur la sélection. Voilà. Ça sélectionne à l'intérieur de notre solide. Et nous voulions réaliser interpellation et classification de ressources à l'intérieur de cette solide. À gauche, nous avons une liste large de données. Et il y a une liste verticale des icônes qui commence par un loop. Loop, ça veut dire l'arbre de données. Et le tout dernier, c'est là où on place nos explorers pour le patch. Patch, dans d'autres logiciels, il s'appelle macro ou automatisation. Voilà la batch que j'ai préparée pour aujourd'hui. C'est une suite de tâches géostatistiques ou statistiques ou simplement les tâches pour le calcul. Voilà, je réalise par exemple une analyse exploratoire des données. Le variant qui est réalisé dans trois différentes directions. Si vous me demandez quelle est la direction de rouge, bon, c'est écrit ici N 331, plonge 7 degrés. Pour visualiser, c'est ce qui est plus simple, plus agréable de voir. Voilà, je visualise pour vous. Je vais grandir. Vous pouvez constater la direction rouge. Bon, le nord, vous pouvez voir cette compasse en bas à droite, direction de nord et direction de rouge. Donc rouge le variant rouge n'est pas très loin du nord. Il y a une petite inclinaison. Le pitch c'est à peu près 150. Le dip maximal dans cette surface de référence c'est 15 degrés. Dans l'azimut de 270. Donc, nous avons trois variogrammes, trois directions de variogrammes. L'un, c'est rouge, comme vous pouvez le constater. Où est le rouge? Où est le vert? Le vert, c'est dans la même surface, mais perpendiculaire, l'orthogonale, avec rouge. Et le bleu, c'est la normale de cette surface. Donc, ce sont les trois différents directions que j'ai essayé de visualiser pour vous, ce qui devient plus facile pour vous pour préparer vos rapports. Donc, je sauvegarde et je ferme. Ensuite, nous pouvons ouvrir le clichage, le panneau de clichage, un panneau assez complet, là où on va définir notre variogramme, le bloc de sortie, la sélection pour générer les valeurs figées. Il y a des options très intéressantes, notamment anisotropie locale. Dans certains logiciels, il s'appelle anisotropie dynamique, qui vous permet de générer une continuité spatiale plus importante entre les sondages, pour ce qui est très important pour l'estimation des ressources. Si vous avez des données anciennes et vous souhaiterez inclure l'incertitude des différentes données, donc c'est possible. Donc, dans les endroits où vous n'avez pas des données, des sondages récentes, vous pouvez utiliser les données anciennes, même s'ils sont d'une erreur plus importante, erreur de laboratoire. Donc, tout simplement, dans la présence des nouveaux sondages, le poids des nouveaux sondages devient plus fort par rapport à la variance que vous allez attribuer à chaque donnée.
Et si vous avez des failles que vous souhaiterez donc, remarquer cette faille dans votre modèle 3D, il existe cette fonction pour considérer, spécifier cette faille. Donc, je passe rapidement à l'étape de neighborhood. Dans neighborhood, simplement, je visualise un petit peu un slice. Un slice pour vous donner une idée d'un volume. Voilà, vous voyez. Le point qui est choisi au centre, c'est le cible pour estimation et tous les échantillons qui sont utilisés avec leur poids. Si je choisis un autre bloc comme ici, vous voyez qu'il va changer, euh, il va changer les données. Peut-être que vous demandez en question que pourquoi pour certains blocs, comme ces blocs, le voisinage, l'ellipsoïde de voisinage est petite. Pour d'autres, comme celui-ci, le voisinage devient grand. Pour vous répondre, je vais visualiser l'indice de voisinage. Tant que vous êtes dans les blocs jaunes, pardon, verts, vous êtes dans voisinage standard. Dans le bloc jaune, vous êtes dans voisinage médium. Dans les oranges, nested large, et dans le rouge, infinite. Dans les existants, on les appelle voisinage emboîté ou en anglais nested neighborhood. Dans d'autres logiciels, parfois, on parle de passes. Donc, ce sont les différents passes, ce qui vous permet d'avoir une estimation complète dans tout le gisement, sur tous les blocs, pour ne pas avoir les manques. Mais ce qui est important, c'est cette colorisation qui nous donne plus tard une mesure de confiance. Donc, je peux avoir les résultats. Voici les résultats principaux de triage et les résultats avancés que je vais présenter certains pour vous. Voilà. Donc, après avoir exécuté, je peux réaliser une classification basée sur cette règle. Pour voisinage standard, c'est mesuré. Médium, c'est indiqué. Large et infini sont présumés ou inférés en anglais. Pour vous montrer les résultats, voici les résultats de notre classification de ressources. C'est pas très simple de visualiser comme ça. Je vais vous faire une petite section. Une section, par exemple, en appliquant, voilà, on fait une section. On recommence dès le début. Premier point, enfin, premier point, deuxième vertex, troisième et dernier. Je vous montre l'axe de notre section. Et le buffer que vous voyez, c'est l'extension latérale, 10 mètres ou 100 mètres, pour visualiser les sondages autour de cet axe. J'utilise 50 et je vais créer une section. Voilà la section qui est créée. J'ajoute un petit peu exagération verticale et le résultat. Donc, projeter données, projeter des sondages, nous sommes plutôt dans la couleur vert qui est mesurée. Loin, on est plutôt jaune ou orange ou bon, rouge, ou une sorte de rouge ou plutôt rose, qui est plutôt indiqué ou inféré. Il existe d'autres méthodes. Je ne vais pas entrer dans le détail théorique, ça reste pour les séances de formation ou assistance ou consulting pour vous, sur vos données. Comme les méthodes de triage, variance de triage relative, si je exécute et si je vous montre les résultats très rapidement, méthode SRK, voilà.
Bon, c'est une méthode qui est en partie géostatistique, où on inclut variabilité spatiale, ce qui rend un peu plus homogène, un peu plus continue cette variabilité spatiale. J'avance et ça, Keva, pour que je puisse vous montrer un petit peu le résultat. Ah, voilà. Vous pouvez constater que si je vous montre le nombre de voisins versus cette mesure, cet indicateur de SRKV, pardon, nous avons une corrélation qui est un petit peu négative pour chaque, pour chaque classe 2 neighborhood qui est une neighborhood précédente. Donc, dans cette direction, on est en train d'augmenter la confiance et dans cette direction, on est en train de diminuer la confiance. Donc, basé sur cette classification, SRKV a été généré. Il existe certains opérateurs comme smoothing qu'on peut appliquer sur le résultat de mesurer parce que peut-être que vous n'êtes pas content de cette ligne qui est jaune entre les verts. Peut-être que vous souhaiterez remplacer par vert. C'est possible d'imposer un opérateur morphologique. Je vais l'appliquer et je vous montre le résultat. Le résultat, après avoir réalisé cette, voilà, vous voyez. Maintenant, bleu, c'est la partie mesurée. Vous pouvez constater que la continuité spatiale il est améliorée. Ou si je veux rajouter, par exemple, au lieu de do, je vais mettre par exemple 5, 5, 5 par exemple. Vous allez voir que il va augmenter la taille, voilà, pour avoir une patatouille un peu plus lisse. D'autres méthodes qu'on peut utiliser, qu'on peut imaginer pour les méthodes pour la classification, c'est l'efficacité de triage qui est théoriquement entre 0 et 1. On peut avoir l'efficacité inférieure à 0, ce qui n'est pas très normal de point de vue théorique, mais on peut l'avoir. Dans ce cas-là, on est dans une très faible interpolation, une interpolation qui n'est pas très fiable du tout. Et dans les courbes que vous voyez en bas, c'est la courbe entre variance d'estimation, qui est variance estimateur, pardon, et variance tolérante. Donc, dans la partie à gauche, c'est là où nous avons plus de confiance. C'est plutôt la partie mesurée. Pardon, à droite, c'est la partie où nous n'avons pas beaucoup de confiance, donc on est plutôt dans la partie inférieure. Celle-là, c'est où la seuil pour séparer indiqué, mesurer, présumé. C'est plutôt personne qualifiée qui peut le préciser. La géostatistique, il nous propose qu'au-delà en bas de zéro ou au-delà de cette changement de comportement, on est dans une interpolation très très faible. On peut choisir, bon, on peut imaginer que la borne pour la seuil présumé, présumé indiqué, est plutôt ici. Alors, c'est où exactement à discuter. Aussi, on peut comparer avec la distance variographique, bien sûr. Et là où il y a mesuré, c'est plutôt au début. Donc, ça, c'est à discuter et à comparer avec les autres méthodes. Ça demande un peu d'expertise parce que le logiciel nous permet d'avoir ces graphiques rapidement et facilement, avec plus de confiance et plus de reproductibilité. Et finalement, l'expertise reste importante, reste nécessaire pour retirer les informations euh, nécessaires euh, pour votre cas. Donc ici, j'ai réalisé avec les seuils que j'ai choisi 5 et 8 pour séparer, mesurer et indiquer, basé sur la variance de l'estimateur. Et je vous montre le résultat. Classification basée sur méthode variance.
Je vous montre, bon, ça c'était la méthode neighborhood, la méthode SRKV et VARVAR. Voilà, c'est basé sur la méthode variance-variance. Toutes les méthodes, notamment dans la partie mesurée, sont très similaires. Ce qui change beaucoup, c'est entre indiqué et présumé. Et aussi, j'ai pas fait beaucoup d'attention pour analyser les seuils. Bien sûr, dans un cas, bon, ici on fait un démo, dans un cas plus sérieux pour votre cas, dans estimation, et que vous souhaiterez réaliser préparer votre rapport, il faut faire attention si vous utilisez plusieurs méthodes, deux ou trois différentes méthodes, pour trouver qu'est-ce qui sont les paramètres qui sont compatibles l'un avec l'autre. Pour notre classification, basée basée sur variable catégorielle, si vous avez une variable, par exemple, lithologie, imaginez que nous avons deux ou trois types de lithologie. Et imaginez que dans chaque lithologie, nous avons une estimation des ressources, ou parfois estimation de plusieurs éléments ou oxydes. Dans ce cas-là, il existe des méthodes basées sur, on appelle ça un historique. Cet indice que j'ai utilisé, un des plus basiques, nous permet d'inclure l'incertitude indicatrice ou piège indicatrice ou probabilité si vous utilisez les simulations pour variables catégorielles. Donc, ça nous aide à concaténer l'incertitude de modélisation géologique avec l'incertitude de modélisation de teneur. Je ne vais pas entrer dans le détail. Je peux quand même montrer les résultats de risque indice de risque sur notre grille que j'ai ici, grille 75, où il y a un modèle mythologique. Voilà, vous pouvez constater, ça c'est l'erreur, ou ça c'est l'incertitude ou certitude de notre modèle mythologique. Modèle mythologique, l'avantage, c'est que il est plus continu. Donc, toujours, modélisation mythologique ou géologique nous aide à avoir une estimation plus robuste. Donc, la VR devient plus importante parce que simplement, la lithologie est plus continue que la teneur. Souvent, dans la disséminée n'est pas pareil, mais quand même, ça dépend des cas. Je m'approche à la simulation. La simulation fait partie des méthodes, on peut dire non linéaires. Sans entrer dans le détail de simulation, simplement dans la sortie, nous avons des nouveaux développements dans Isatis Neo. Isatis Neo est un logiciel qui a 3 releases par an. Dans chaque release, les développeurs ils essayent d'améliorer non seulement la performance de calcul, mais aussi euh, interopérabilité, mais aussi ajouter un petit peu de fonctionnalités complémentaires pour que vous puissiez générer les résultats plus facilement. Donc, ça fait à peu près un an ou deux que nous avons 7 panneaux, 7 panneaux notamment. Bon, celui-ci, c'est pour rapporter le tonnage, les quantités de métal, etc. Aujourd'hui, je parle plutôt de simulation, de classification, de la confiance sur les valeurs estimées. Donc, c'est là où vous pouvez générer la probabilité basée sur les tolérances. Tolérance, euh, aujourd'hui, on utilise plutôt 15%, mais vous avez le droit de changer votre tolérance basée sur les exigences de votre client. Et après, basé sur la probabilité, ces règles classiques que j'ai appliquées pour générer les résultats pour vous. Donc, les résultats, comme vous voyez ici, c'est un résultat de classification basé sur la méthode VARVAR, basé sur la méthode de simulation. Et voilà. L'avantage de classification basée sur simulation, c'est que non seulement il tient en compte la variabilité spatiale ou le variogramme, mais aussi il tient en compte les endroits où il y a forte hétérogénéité, comme ici, vous pouvez constater que les valeurs changent rapidement à l'intérieur de ce sondage. Donc, la valeur estimée dans le bloc devient incertaine, même si on est proche des sondages. Parce que les valeurs sont incertaines. Les valeurs, ça change beaucoup. Et dans d'autres endroits, par exemple ici, on n'a qu'un seul sondage, et il y a un peu de distance, mais quand même, ça reste vert. Bon, ici, ça change la couleur rapidement
parce que la variabilité entre vos données, il impacte rapidement sur le résultat de simulation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plutôt la vie générale, c'est plutôt pour simulation, parce que c'est une incertitude encore plus complète que le triage. Le triage, c'est seulement, simplement, une distance dite variographique. Et la méthode de SSTV, je ne veux pas rentrer dans smoothing ou upscaling parce que vous pouvez encore appliquer smoothing ici. Ce qui est important pour ne pas avoir les mesurés qui sont isolés. Et, on peut appliquer une mesure de smoothing pour éliminer ou diminuer cette bloc dispersé. Ça, on a les outils nécessaires pour tout ça. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de passer à SSTV. SSTV, ça se trouve ici. Quelle que soit la raison, si vous ne souhaiterez pas réaliser une simulation ou si les simulations ne sont pas validées, quelle que soit la raison, vous avez cette option dans EasyTestNeo pour appliquer une méthode qui est aussi connue comme supercregging. Dans la méthode de supercregging, on doit définir un bloc géant dans lequel SSTV, CV, tous les critères seront calculés. L'avantage, c'est que vous pouvez ajouter la production, le volume de production. Donc, la production pourrait être entrée dans l'estimation, en classification surtout. Pourquoi ça? Parce que si vous extraire ou produire plus de volume, plus de blocs, simplement, la sortie sera en sorte moyen des blocs hétérogènes. Donc, vous allez avoir moins de l'incertitude pour les valeurs déclarées. Alors déclarer à votre client qu'il souhaite acheter les matières premières ou votre usine simplement. Je passe sur la dernière page où il y a la sortie SSTV, volume spécifique et CV ou coefficient de variation, ce qui est une base importante pour notre classification. J'ai fait une hypothèse sur histogramme, donc tous ces chiffres que vous voyez constater ici, ce sont les chiffres extraits d'un histogramme de teneur qui est lac normal. Euh, Vous pouvez imaginer les différents types et de générer ça s'appelle comment? Les seuils qui sont objectifs, qui dépendent de votre tolérance et l'exigence définie par vous. Comme vous voyez, classification, ils dépendent quand même de votre exigence. Ça veut dire que toutes les méthodes qui existent, ce sont des méthodes qui sont définies basées sur pardon, basées sur les méthodes existantes, pas basées sur les cas euh, précédents. Dans votre cas, ça pourrait être modifié. Pardon. Un des avantages de la méthode SSTV, c'est qu'il y a souvent beaucoup moins de blocs isolés. Quand vous comparez SSTV avec, par exemple, les simulations, dans les simulations, on peut avoir les blocs isolés, mais dans SSTV, il y a moins de chances d'avoir ce comportement disséminé dans les sorties, ce qui n'est pas très souhaité. Et finalement, il est possible de générer les courbes donationneurs, le tableau. Voici les tableaux basés sur la méthode de criage. Les différents tenants de coupure et les différentes catégories, différentes classes. Et voici le résultat. Je préfère donc arrondir les valeurs parce que le tonnage ici, bon, si je veux arrondir, c'est très simple. Moins d'eau pour nous donner arrondi. Ou pour le métal aussi, pour métal, je vais arrondir, par exemple, moins 1. Et voilà, pour les teneurs dans le fer, c'est pas la peine d'avoir cette précision, peut-être 0. Et pour le volume, pareil, bon, volume, c'est peut-être, moi, je peux ne pas ajouter dans mon rapport. Voilà, je simplifie mon rapport. Et pour les courbes, voici les courbes de toutes les méthodes que j'ai utilisées pour estimation. Je vais éliminer les autres pour garder seulement simulation. C'est la simulation dans toutes les catégories, dans toutes les classes mesurées, indiquées, inférées.
ou présumé. Je peux exclure présumé, je peux exclure indiqué. Voici les courbes d'eau mesurées. Courbe d'eau, quantité de métal, courbe d'eau tonnage, courbe d'eau moyen, moyen de teneur dans les différents couplants. Par exemple, un cutoff 60%, la moyenne c'est 67%. Par contre, on a une gamme de l'incertitude qui est très bien présentée dans la méthode de simulation. Et voilà, voilà, une démo rapide que je souhaiterais vous montrer de Isatis Neo. Isatis Neo et Isatis.py, ce sont les logiciels géostatistiques dans le groupe DataMine. Pour estimation de ressources, il existe aussi d'autres softwares très intéressants. StudioGeo qui est pour générer les solides, générer les modèles géologiques très performants. Je vous recommande. StudioRM qui est le logiciel phare pour estimation de ressources, très complet. Isatis Neo, notamment, est importante pour les capacités en géostatistique qui n'existent pas facilement dans d'autres logiciels. Supervisor, qui est connu pour être performant dans ODA, dans tout ce qui est analyse de varigrammes. De plus en plus, les clients sont intéressés par cette méthode, ce logiciel. Aussi, il existe des méthodes, des logiciels pour exploration, pour planning, pour production, les laboratoires, sustainability. Mes collègues sont répartis dans plus de 30 pays dans le monde. Nous sommes proches des clients. Moi, je suis à Fontainebleau, pas loin de Paris, 80 km de Paris. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons contents de vous répondre si vous voulez avoir des informations sur la formation, sur les services, sur les logiciels. Comme vous pouvez constater, nos clients sont partout dans le monde. Et aussi, ce sont des géants miniers. Ici, on a une liste assez restreinte de nos clients que vous pouvez euh, constater. Et voilà, voilà, je suis à la fin de ma présentation.